Bonsoir à toutes et à tous. Merci au CAUE de l'Hérault de me recevoir, de m'avoir invité, de me faire confiance aussi sur ce sujet. Je suis donc directrice d'un bureau d'études qui s'appelle l'Atelier Recherche Observatoire Égalité. Donc comme ça a été dit, je travaille depuis de nombreuses années sur la question de l'égalité intégrée dans les politiques publiques et je viens de la territoriale. C'est ce qui fait ma spécificité aussi. Je connais très très bien le fonctionnement des collectivités. Dans lesquelles j'ai été intégrée pendant plus d'une vingtaine d'années et j'ai fini ma carrière en collectivité territoriale à Bordeaux Métropole, donc en Aquitaine, sur la question de l'égalité femmes-hommes dans les contrats de ville métropolitains. J'ai beaucoup travaillé en quartier prioritaire de la ville, qui étaient mes sujets d'approche et mes terrains. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une partie de mon travail en bureau d'études, qui est la question de l'aménagement égalitaire. Lors de ma présentation, je vais essayer de vous montrer donc, ces 4 étapes que je travaille en immersion sur les terrains. Ce qui fait ma spécificité, c'est que j'ai un doctorat effectivement géographique, mais que je passe pour qualifier l'argumentaire professionnel et pour retourner sur le terrain. Je ne fais que du travail empirique et en immersion. Un travail sur, par exemple, la question de l'aménagement égalitaire sur une cour d'école. Aujourd'hui, ça prend à peu près 6 mois de temps. Avec un travail d'observation sur le terrain, donc un travail de cartographie, de repérage, où sont les filles, où sont les garçons, un travail de face-à-face pédagogique, j'y tiens énormément, c'est-à-dire la capacité qu'ont les enfants eux-mêmes à s'exprimer sur ce sujet. C'est quoi être à égalité dans une cour d'école? Est-ce que c'est important de se mélanger entre les filles et les garçons? Ils vont eux-mêmes participer au diagnostic. Évidemment, la communauté éducative dans son entier est mobilisée sur un projet comme celui-là. Les équipes d'enseignantes, ce qu'on appelle le périscolaire, c'est-à-dire les animateurs, animatrices qui vont intervenir sur ce temps particulier de récréation qu'on appelle la grande récréation, celle du midi et 2. Les enfants vont participer au diagnostic de différentes manières et je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'il en ressort. Pour les plus grands d'entre eux, dans un premier temps, sur leur posture à la cour de récréation. Donc, je vais leur demander de dessiner leur cour de récréation, les espaces qu'ils y voient, où ils sont le plus souvent et avec qui, pour travailler sur ce qu'on appelle le groupe de pairs de sexe, c'est-à-dire est-ce que je suis avec des filles ou des garçons quand je suis à la récréation. Les mobilités, et on verra que les mobilités dans l'espace de cour de récréation, on les retrouve en miroir sur les mobilités de l'espace public, donc ça c'est aussi extrêmement intéressant. Et puis d'après eux, où y a-t-il le plus de garçons et où y a-t-il le plus de filles dans un espace de cour de récréation. Donc ça, je vais vous montrer ça après, ça va venir. Et puis, ce qui est enrichissant aussi dans le travail que je peux mener avec les collectivités, c'est ce qu'on appelle la phase d'expérimentation, c'est-à-dire suite à ce diagnostic, nous allons poser des propositions d'expérimentation d'espaces de cours. Je rentre, la semaine dernière, j'étais sur une semaine d'expérimentation sur une école qui se situe en communauté urbaine bordelaise et je vais vous montrer les images de comment était la cour avant et comment aussi l'intérêt de l'expérimentation, c'est qu'on fait un petit peu avec ce qu'on a sous la main. Mais on peut aussi mobiliser les services techniques pour nous faire un aménagement provisoire, pour travailler sur les ambiances. Et les enfants vont tester pendant une semaine ces espaces. Et puis il y aura un retour et nous allons encore une fois décider ensemble qu'est-ce qu'on va fixer dans le marbre, j'allais dire, qu'est-ce qui va être durable, ce qui va être plutôt modulable dans l'espace de cours et comment on peut travailler ensemble. Donc, avant de vous présenter toute cette démarche et ce travail, il fallait quand même qu'on consente ensemble collectivement c'est quoi cette question d'égalité. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur cette notion, mais on l'a dit, c'est pas forcément une notion qui est dans les formations de base, c'est pas non plus quelque chose qui est très travaillé, la question de l'égalité filles-garçons et femmes-hommes à l'espace public, et essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est une forme de neutralité de l'espace public, c'est-à-dire et un espace du dehors. Donc un espace du dehors, de fait, serait un espace égalitaire, puisque tout le monde peut y accéder, puisqu'il est dehors. Et puis aussi le fait que ça soit un espace d'auto-organisation, un espace de citoyenneté sur lequel on ne revient pas forcément. Donc la question de l'égalité femmes-hommes et filles-garçons, elle doit aussi dépasser
un premier questionnement qui est la question de l'évidente mixité. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans une cour de récréation, ce qu'on voit dehors à l'espace public, ce sont des femmes et des hommes, et des filles et des garçons. Quand vous commencez à travailler, il y a 10 ans que j'arrive dans une école, un établissement scolaire, et que je dis on va travailler sur notre espace de cours et sur le degré de mixité de l'espace de cours, on me regarde en me disant pardon, on est à l'école, quoi. À l'école, il y a parité dans les classes, il y a des filles et des garçons qui jouent ensemble à la récréation, point à la ligne. Donc ce qu'il va falloir travailler, c'est ce changement de regard, c'est-à-dire le degré de relation et le degré de partage. Donc c'est quoi cette notion d'égalité dans les espaces publics? D'où nous vient cette préoccupation? Et qu'est-ce qu'on va appliquer comme regard, ce que j'appelle le paradigme en sciences? Moi, quand j'étudie un terrain, quand j'étudie un espace, je vais apposer un regard. Ce regard, il vient de ce qu'on a appelé le système de genre. Donc c'est important de partager ensemble ce qu'est ce système, comment il structure ou il fausse, parce que je vais essayer de vous montrer les relations filles-garçons et femmes-hommes à l'espace public, comment l'aménagement aussi produit, en n'interrogeant pas ce système, et légitime aussi une forme de domination ou une forme de présence légitime des hommes à l'espace public et des garçons à l'espace central de cours. Donc le genre, il s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe, que tout le monde connaît. Les stéréotypes de sexe, c'est d'abord un processus qu'on appelle binaire, de distinction des êtres humains dans les sociétés, dans toutes les sociétés, qui se base sur la question du vêtement physique. Et pourquoi c'est important ça? Parce que la question du vêtement physique, d'ailleurs aujourd'hui, c'est une question d'actualité, je pense qu'on en reparlera. La question du vêtement physique, qui va être la première appréhension aussi qu'on va retrouver dans es-tu une fille ou es-tu un garçon, pour se distinguer. C'est-à-dire qu'on n'appréhende pas l'être humain sans se poser la question appartiens-tu au groupe des filles ou appartiens-tu au groupe des garçons? Ce vêtement physique, qui d'ailleurs, et ça c'est extrêmement important, puisqu'on va retrouver ce processus dans tout ce qu'on appelle les jeux de filles, vous savez, les jeux de garçons, qui est, on peut définir par exemple la tenue vestimentaire d'une fille. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est ce qui fait question. Pas celle des garçons, mais celle des filles. Donc, une fille, une femme, voilà, ça porte des robes, ça porte des bijoux, des bracelets, des sacs à main, des talons hauts, des cheveux longs, du maquillage, du vernis à ongles. Alors, pas toutes, bien sûr, mais ça se distingue aussi. Il y a des prégnances physiques qu'on va remarquer pratiquement chez toutes d'entre nous, qui vont correspondre à ce critère-là. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile à définir, c'est la tenue vestimentaire d'un homme. On peut dire, les hommes, ça porte des pantalons. Très bien, les femmes aussi. C'est pas ça qui distingue un homme d'une femme dans notre société sur la question de la tenue vestimentaire. Oui, alors les hommes, ça porte des cravates. Oui, très bien, mais c'est quand même pas la norme dans la tenue vestimentaire d'un homme. Ça porte des cheveux courts. Oui, c'est vrai. Il y a aussi des femmes qui portent des cheveux courts et qu'on peut distinguer immédiatement d'un homme. En fait, la tenue vestimentaire d'un homme, elle se définit sur ne pas. Ne pas porter de sac à main, ne pas porter de bijoux, ne pas porter de maquillage, ne pas porter de talons hauts, ne pas porter de robe. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est ce processus-là aussi qu'on va retrouver dans les face-à-face pédagogiques, dans les discussions entre les petites filles et les petits garçons. D'accord? Il ne faut... La non-mixité qu'on va trouver dans la cour de récréation, elle vient aussi du fait que les garçons ne soient pas perméables au monde des filles. D'accord? Un jeu de garçon, ça n'est pas un jeu de filles. Donc cette question de la tenue vestimentaire, évidemment, les stéréotypes cachent ce qu'on appelle le vêtement social. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va ce qu'on appelle dérouler le fil. Donc qu'est-ce qu'être une petite fille, qu'est-ce qu'être un petit garçon, quels sont les métiers de femmes, les sports de filles, les jeux de filles, les jeux d'hommes, qu'est-ce qu'être une mère, qu'est-ce qu'être un père aussi, qui définit une travailleuse, un travailleur, etc., etc. Mais la question des stéréotypes ne dit pas grand-chose de la question du genre. Et c'est là que c'est extrêmement important,
c'est de saisir ce qui se cache derrière la distinction. Et ce qui se cache derrière la distinction, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, c'est la hiérarchie. C'est pas problématique dans notre société qu'il y ait des jeux de filles et des jeux de garçons. C'est même pas problématique qu'il y ait une partie de l'humanité qui s'interdise de porter des robes. C'est pas problématique de porter le cartable rose ou de porter le cartable bleu. Ce qui est problématique, c'est que quand on a un cartable rose, quand on porte une robe, on est au bord. Que ce qu'on a à dire dans son jeu, par exemple, c'est jamais central. Donc la question, elle ne sera pas seulement « est-ce vraiment important que les petites filles jouent au football au centre de la cour ?» Mais est-ce important les jeux qu'elles ont à proposer? Est-ce que partager, c'est pas laisser sa place aussi pour que les filles aient quelque chose à dire du collectif? Et c'est ça que je vais travailler aussi dans mon travail. Donc, c'est ce qu'on appelle le sexisme. Ce qui est important, c'est de combattre le sexisme. Donc, je vais vous montrer une illustration rapidement. Donc, j'aime beaucoup cette image. Donc, c'est ce que Geneviève Fraisse, la grande anthropologue, a appelé la balance différentielle des sexes. Pourquoi cette image elle est intéressante? Parce qu'elle montre déjà le besoin de distinction. On est sur ce qu'on appelle des bodys, vous savez, qui sont les vêtements qu'on met au bébé. Donc le besoin de distinction dès la naissance. Parce qu'un bébé, à part de le voir nu, on ne peut savoir si c'est un bébé fille ou un bébé garçon. Donc on joue sur les jeux de couleurs, le rose et le bleu. Et si jamais on n'avait pas bien compris, on va décliner les adjectifs au féminin et au masculin. Donc la prise de risque est quand même énorme. Mais ce qui est important, là-dedans, encore une fois, ce n'est pas les couleurs, ce n'est pas la distinction, c'est les adjectifs qu'on marque sur le corps. Qu'est-ce qu'on attend d'un bébé fille de sa naissance à ses 18 mois, dont elle porte un body? Qu'elle soit jolie, têtue, rigolote, amoureuse, coquette, mignonne, élégante, belle. Je ne fais pas le lien avec l'actualité, mais tout le monde va le comprendre très vite dans mon propos. On attend des filles, des petites filles, qu'elles fassent des corps. Des corps de décoration et des corps au pluriel. On attend des garçons qui soient courageux, forts, fiers, robustes, vaillants, rusés, habiles, déterminés, espiègles et cool. Cool quand même. Mais qu'est-ce que c'est ces valeurs? Le courage, la force, la détermination, l'espièglerie, l'habileté. Ce sont des valeurs sociétales. C'est aussi du vocabulaire qu'on retrouve dans le travail. Cherchons quelqu'un de déterminé. Le courage, une vraie, très belle valeur sociétale. Et on le met sur les garçons et pas sur les filles. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la problématique de la hiérarchisation et du sexisme, c'est la question de l'imperméabilité du groupe des garçons, des petits garçons et des hommes à celui des femmes. C'est « Non mais madame, nous, on ne risque pas de jouer à l'élastique avec les filles. » Ah bon, mais pourquoi? Ben parce que sinon, ça fait honte. Je l'ai entendu avant-hier. Je l'aurais entendu sur les 100 écoles sur lesquelles je suis passée. Mais ce petit garçon, c'est pas ça qu'il veut me dire. Mais c'est ça qu'il entend. Et c'est ça qu'il comprend du message qu'on veut lui faire passer. Donc, la question de la perméabilité des mondes, c'est aussi, et encore une fois, que les garçons jouent avec les filles. Et je vais vous montrer comment ça se construit dans l'aménagement et dans la discussion avec eux. Je n'ai pas honte de m'habiller comme une femme parce que je ne pense pas qu'il soit honteux d'être une femme. Si on prend la métaphore vestimentaire, quand nous aurons travaillé, quand nous serons à égalité, à égale valeur, nous dirons, nous lirons, nous verrons, non pas un homme qui s'habille comme une femme, mais un homme qui porte une robe. J'ai des petits garçons, encore aujourd'hui, qui me disent « Ah oui, mais si on joue avec les filles, ou si on mange avec les filles à la cantine, ou si
eh ben, on va devenir une fille. Non. C'est là-dessus qu'il faut encore que nous travaillons. Alors, voilà comment se structure le système, mais quand on a dit ça, il faut montrer ce que ça engendre. Quelles sont les inégalités réelles qu'on trouve dans la société aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que être à égalité, c'est aussi des égalités opérationnelles. Hein. Par exemple, dans notre pays, je peux dire encore, 70% des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres. Ça veut dire que ça a des conséquences. Et ce n'est pas, encore une fois, la question des choix de métier. C'est la question de l'inégale valeur des métiers des femmes dans notre société. On l'a vu avec le Covid. Parce qu'il faut rappeler que le tertiaire emploie 90% des temps partiels. Et que dans le tertiaire, il y a plus de 80% de femmes. Aide à domicile, dame de ménage, infirmière, horaire décalé, partiel. Et ça fait un plus faible revenu. En dehors même de l'égale valeur du métier. Alors, qu'est-ce que sont? Le premier impact, c'est le lien entre le sexisme et l'homophobie. D'accord? Ça fait partie de la structuration de la relation. J'ai d'abord peur d'être traitée de fille, j'ai honte, et puis ensuite au collège, j'ai peur d'être traitée d'homosexuelle. D'ailleurs, ce terme, alors je vous montre le résultat d'une enquête qui a été menée avec l'UNICEF. Alors j'ai du quantitatif et du qualitatif dans mon travail. En 2018, sur plus de 26 000 répondants à l'échelle nationale, entre les 6 et les 18 ans. Donc c'est un questionnaire qu'ils font sur les droits. Vous savez, à chaque fois, mes droits à l'école, mes droits dans ma famille, mes droits... c'est une grande consultation nationale que j'avais travaillé avec eux sur la question du miroir fille-garçon. Donc, sur la question qu'on appelle de l'homophobie, c'est-à-dire ce terme qu'on applique à ces jeunes garçons et à ces jeunes filles aussi, en collège, est pour moi un terme, en tout cas sur la question des mineurs, qui est un peu dévoyé ou qui n'a pas son vrai sens. Quand vous avez une phobie, quand vous êtes arachnophobe, islamophobe, vous avez peur de quelque chose qui vous est étranger. Une araignée, quelqu'un qui n'a pas la même religion que vous, vous voyez ce que je veux dire? L'homophobie, en fait, comme elle se traduit chez l'expérience vécue des jeunes garçons, c'est la peur d'être identifié comme homosexuel. D'ailleurs, qu'on le soit ou pas. Ce qui va faire peser la double peine chez ces jeunes garçons. Donc, qu'est-ce que nous apprend ce sondage? Qu'ils sont 45% au total entre 13 et 18 ans à ne pas dire clairement que l'on peut aimer qui on veut et que l'amour entre filles et l'amour entre garçons est le même amour qu'entre filles et garçons, sachant que le droit est passé sur cette génération, c'est-à-dire le mariage pour tous. Donc c'est aussi, ce qui fait d'abord égalité, c'est le droit. Je rappelle quand même que c'est le droit. Donc ça montre aussi la persistance, je ne voudrais pas dire une bêtise, je ne sais plus si c'est 5 ans ou 10 ans après avoir... c'est 5 ans ou 10 ans, j'ai oublié de vérifier, d'avoir voté la loi pour le mariage pour tous, on a encore des choses qui persistent sur cette question-là. La remise en cause du fondement, le droit. Alors ça aussi, je trouve que c'est extrêmement important. Ce que nous a appris ce questionnaire, c'est quand elles vont dire en collège, et les garçons vont le dire aussi sur le groupe social des filles, on n'a pas les mêmes droits que les garçons. Et ça, ou quand j'ai mes petites filles, et les autres petits garçons, mais ils vont pas l'exprimer pareil parce qu'ils ne font pas groupe de la même manière, ils ne s'autorisent pas à le dire de la même manière. Ces petites filles qui vont me dire, oui, mais nous, madame, on n'a pas le droit de jouer au football à la récréation. Et ça, c'est extrêmement important à travailler. Le droit à la vie, le droit à jouer à ce dont on a envie, le droit à être au centre, le droit à prendre sa place citoyenne, c'est extrêmement important, c'est le fondement de l'égalité. Donc quand elles me disent, nous, madame, on n'a pas les mêmes droits que les garçons, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent qu'elles n'ont pas la même égale liberté. Mais elles renoncent quand même à la question fondamentale égalitaire qui est avoir les mêmes droits. Les conséquences de ce système,
de l'absence de relations filles-garçons dans les espaces de cours, rire ensemble, jouer ensemble, être à la même valeur, partager un espace, partager un repas. Ce sont les violences. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre aussi. L'ensemble de mon travail est centré sur la remise, sur la manière d'injecter de la mixité. Donc finalement, ce que je vais regarder, c'est d'abord constater collectivement, avec les enseignants et les enseignantes, avec les enfants, que la mixité est anecdotique. La norme, c'est la non-mixité dans un espace de cours-récréation. Ils sont ensemble en classe, mais en classe, ce n'est pas du tout la même relation que celle qu'on peut avoir dans un espace auto-organisé ou un micro-espace social. Et donc tout le travail sur l'aménagement, ça va être de rétablir la mixité. Sur la proposition d'accompagnement, sur les contenus, sur la forme des bancs, sur la manière de s'auto-organiser dans la relation aussi. Permettre le mélange et le sécuriser. Dire c'est possible, vous y avez droit, même je vais vous aider. Donc la question des violences, c'est la question quand même dans ce questionnaire de la tenue vestimentaire. Donc voilà, les jeunes filles disent qu'elles subissent davantage de discriminations qui sont liées aux vêtements qu'elles portent. 19% quand même des 15-18 ans. Donc encore une fois, voilà, on s'interroge sur le débat qu'on a aujourd'hui. L'inégale liberté, j'en ai déjà parlé. La tenue correcte exigée. Donc en 2018, j'ai rédigé un article qui s'appelait Comment je m'habille, la première charge mentale des filles à 12 ans. Elles subissent cette problématique du harcèlement des corps quand elles font le chemin pour la première fois du domicile au collège seules, puisqu'avant elles sont accompagnées en élémentaire, et quand elles se trouvent à l'intérieur de l'établissement par leur groupe de pairs, qui d'ailleurs aussi est une forme de harcèlement qui se fait de fille sur fille. D'accord ? Et qu'on va retrouver d'ailleurs dans un espace particulier, fille sur fille, garçon sur garçon, dans les toilettes. Ce qui m'amènera à vous parler des toilettes, dans l'aménagement. Voilà. Les impacts sociétaux sur le groupe social des femmes, on l'a dit, l'inégal temps libre et l'usage différencié, ça c'est important aussi à comprendre, c'est un système qui fait que les femmes sont alors dans leur statut, c'est-à-dire pas de manière constante, mais quand elles seront femmes-mères, femmes jeunes, on vient de le voir, jeunes filles, mères, femmes âgées, qui sont les vieux sont des vieilles, ça vient de ça aussi, donc en termes d'aménagement de la ville, qui les fait avoir à un moment donné un usage complètement différencié de celui des hommes. Et ça, ne pas le voir, c'est passer à côté d'un aménagement qui est important aussi pour les femmes. C'est ce qu'on appelle les petites mobilités, mais le fait aussi, quand on voit que 55% des mères dont un des enfants à moins de 8 ans ont interrompu ou réduit leur activité professionnelle, pour simplement 12% des pères, ça veut dire qu'il y a dans le temps de vie d'une femme, mère, dans le temps d'usage de la ville, 1 sur 2 va avoir à un moment donné un statut très particulier par rapport à l'usage de la ville. C'est-à-dire qu'elle va être dehors, sur le 11h, 11h30, sur le 13h, 13h30, en ayant amené et ramené les enfants. Elles vont être disponibles sur le 14, 16. Ce qui fait qu'on peut aussi concevoir des espaces d'accroche ou d'immobilité, même un travail d'accompagnement sur ces espaces-là, dans ces horaires-là. Pour qu'elles trouvent aussi légitimement leur place. Donc, harcèlement, on l'a dit, insécurité structurelle vécue ou ressentie. Donc vous savez que de toute façon, et j'en parlerai par exemple sur les questionnaires que je fais passer aux toilettes, qu'on retrouve exactement cette insécurité structurelle vécue ou ressentie chez les petites filles qui s'interdisent d'aller aux toilettes, la peur d'eux, la peur d'être vue, la peur d'être regardée, la peur d'être entendue, etc. Chez les garçons, c'est différent. Eux vont subir être regardés, être vus. D'accord ? C'est ce qui va les retirer de l'espace des toilettes, tandis que les filles vont avoir une appréhension a priori pour aller aux toilettes. Donc voilà, 2% des rues portent des noms de femmes en France. On aura préféré appeler une rue du baigneur que de trouver un nom de femme. On les connaît tous et toutes ces rues, rue du boulanger, rue... Voilà.
3% des stations de métro à Paris, simplement, un pont sur 37, 24 statuts pour 325 hommes. Alors, je n'ai pas fait sur Montpellier, je vous laisserai faire l'exercice. 95% de taux d'occupation des skateparks par les jeunes hommes et 75% des budgets publics sont destinés aux loisirs des jeunes garçons. Donc ça, comment on le voit? Eh bien, on voit le taux d'occupation, tout simplement. 100% des utilisatrices des transports en commun franciliens ont subi du harcèlement ou une agression. 40% ont renoncé à fréquenter des lieux publics suite à ces agressions. Donc la conséquence, vous voyez, ça part du système. On s'autorise à agresser, à juger les corps, à reléguer. Et ça a un effet, puisque 40% vont se contraindre dans leur usage de l'espace public. 25% des 18-29 ans ont peur dans la rue. Un quart des jeunes filles. Alors j'ai voulu aussi vous montrer ça, parce que je pense que quand on travaille sur l'aménagement de l'espace public, on doit travailler sur les messages qu'on y met aussi. Si les femmes, elles font corps et décor dans cet espace, c'est aussi à cause de ça. Comment on attend arrêt de bus, grande ou petite du moment que j'en ai une. Arrêt de bus. Ne pas penser ça, c'est quand même un gros problème. Et là, c'est en ce moment, sur le débat qu'on a, d'accord? En ce moment, elle est récente, cette publicité. Donc, je fais monter la température en respectant l'environnement. Alors, les points de vigilance quand on travaille aux enjeux de l'égalité filles-garçons, il y a 3 niveaux. Donc, il y a cette question de la structuration et de la production du système de genre, c'est-à-dire comment on peut travailler pour lutter contre le sexisme, et c'est possible. On peut mettre d'autres messages que ceux qu'on voit, par exemple. On peut aussi dire agresser, c'est pas possible, vous voyez, dans l'espace public. Travailler sur des choses qui protègent, qui rendent moins vulnérables sociétalement les femmes, et qui arrêtent l'agression, qui s'adressent aux agresseurs et non plus aux victimes. Mais il faut aussi garantir l'égale redistribution de l'impôt. Moi, quand je fais ma thèse en 2010, que je me rends compte que 75% des budgets publics qui sont sur l'espace public, mais aussi on peut prendre les budgets sportifs, si vous voulez, on peut prendre des tas de budgets sur lesquels, finalement, l'argent public, la redistribution de l'impôt, s'adresse à une grande majorité pour les hommes. Alors que je rappelle que la redistribution de l'impôt, elle sert à accéder à un droit fondamental, à un droit commun. Pour vous donner une image simple, si on prend l'hôpital, si on fait une étude d'impact sur un hôpital public et qu'on se rend compte qu'il est occupé à 90% par des hommes, on va se poser la question de la santé des femmes. Ou une école, mais où s'instruisent les petites filles, où vont se faire soigner les femmes. Eh bien, c'est pareil pour un équipement public. C'est pareil. Où font-elles du sport, les femmes? Où sont-elles immobiles? Où profitent-elles de leur citoyenneté? Où sont-elles dehors? C'est dans ce sens-là qu'il faut penser la question. La question de l'égal accès à la citoyenneté, ça, je pense qu'il y a un biais qu'on ne voit pas, c'est que l'espace du dehors est le seul espace sociétal. C'est l'espace de la parole citoyenne. C'est l'espace du débat citoyen. À l'intérieur, vous pouvez être la plus intelligente possible, avoir une réflexion intellectuelle et politique extrêmement pertinente. Votre parole est privatisée. Elle est dedans. C'est pour ça que quand je demanderai aux enfants, d'après toi, où y a-t-il le plus de filles à ton espace de cours, et que sur les dessins, ils vont me les dessiner à l'intérieur des toilettes, parce que c'est là qu'elles font bloc, c'est pas là où elles sont toutes, c'est là où elles font masse, les filles, parce que sinon elles sont par 2 ou 3, vous voyez, elles sont disséminées, et les garçons font bloc sur les espaces centraux ou sur les espaces qui sont au regard. Eh bien, je vais m'inquiéter. Je vais aller voir, observer, vérifier. Et quand je vais leur dire, pourquoi vous restez aux toilettes? Et qu'elles vont me dire, mais parce que madame, c'est là où on peut discuter de nos sujets. Mais très bien, vous avez des sujets entre filles, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que vous le dites dehors. Parce que vos sujets de filles, ils sont importants pour la société aussi. Voilà. Donc la question de travailler une relation fille-garçon moins codifiée et plus apaisée, qui a des effets également sur les relations fille-fille, garçon-garçon, petit-grand, etc.
C'est quand même ça l'objectif, finalement. Ça sera de jouer ensemble, rire ensemble, mais pourquoi? Pour trouver l'humanité. Bien sûr, pour casser les stéréotypes, pour rappeler des notions fondamentales, comme celle de l'amitié, par exemple. Quand je demande aux enfants, d'après toi, est-ce que c'est important que les filles et garçons se mélangent? Et qu'ils me répondent, ben oui, madame, comme ça, on peut se faire confiance et on peut devenir amis. Parce que ce qui est remis en cause aussi dans la non-mixité à la cour de création, c'est l'amitié filles-garçons. Qui fera dire dans mon sondage qu'un enfant sur deux de 8 ans n'a pas d'amis de l'autre sexe. C'est donc ces fameux anniversaires. Voilà. Alors, observer l'espace public sous l'angle égalitaire, la rue. Alors, comment on fait? Moi, je travaille d'une manière extrêmement objectivée. C'est-à-dire, je vais m'asseoir je vais avoir un quartier, par exemple, à travailler. On va me dire, il y a une place publique, il y a les commerces, il y a le city-stade, il y a le parc, etc. Et je vais y passer des journées, en fait, sur tous les horaires, du matin jusqu'au soir, et je vais noter combien je vois passer de femmes, d'hommes. Si elles poussent, elles tirent, elles traînent, elles amènent avec elles. Quel âge elles ont? À peu près. D'accord? Et pareil pour les hommes. Donc, ce que je voulais attirer votre attention sur ce schéma que j'ai fait en 2010 quand je rédige ma thèse, c'est sur la notion d'invisibilité des femmes. D'accord? En fait, elles ne sont pas invisibles à l'espace public. C'est-à-dire que ce qu'on remarque, c'est qu'elles passent autant de temps dehors que les hommes, par exemple. Ce n'est pas vraiment invisible qu'elles ne sont pas. Elles ne sont pas immobiles. Et en fait, le mouvement crée l'invisibilité. C'est-à-dire qu'elles sont dehors pour des déplacements utilitaires. D'ailleurs, quand on demandera aux femmes sur leur activité sportive, d'après vous, quelle est l'activité sportive que vous pratiquez le plus, elles répondront la marche utilitaire. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, ce sont les déplacements, puisque cette question de l'organisation sociale, notamment de la répartition, amener, aller chercher, travailler, articuler, ce qu'on appelle l'articulation des temps sociaux, elle incombe bien plus aux femmes qu'aux hommes. Et l'usage du quartier s'en trouve différencié. Et suivre les femmes, ce que je fais aussi dans mon travail, les suivre dans leur petit cheminement. Aller partir du domicile, aller à l'école, revenir au domicile, aller à la CAF, prendre le bus, aller faire ses courses. Ça montre aussi qu'il y a des espaces qu'on appelle ces mobilités à moins d'1 kilomètre, sachant que les femmes font aussi beaucoup de kilomètres. Elles vont chez les aidants, chez les ascendants. Si elles travaillent comme dames de ménage, elles vont aller partout en prenant les bus, les trams, etc. Donc c'est intéressant aussi à regarder, mais elles ont aussi effectivement des articulations du quotidien qui sont différentes. Et en suivant leur cheminement et leur trajet, on peut aussi s'interroger si on a aménagé. Vous savez, c'est celles qui restent longtemps debout devant le parvis de l'école, à discuter. Moi, j'en ai vu qui marchent avec les enfants à côté, puis qui s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On ne leur a pas permis de s'asseoir, tout simplement, sur leur trajet. Voilà. Elles ne vont pas forcément faire un détour pour aller dans le parc, etc., mais elles vont prendre leur temps. Les enfants vont discuter, elles vont discuter parce qu'elles se sentent légitimes dans ce mouvement-là. Ensuite, ça c'est intéressant, c'est ce travail d'observation des espaces qui a été réalisé par la plateforme Genre et Ville, qui fait un grand travail aussi sur la question de l'aménagement des espaces publics, qui a sorti un guide à Nru que je vous conseille de consulter parce qu'il est exceptionnel. L'idée, c'est donc ces nuages de points. Donc, vous avez ici donc, un 8h30, 9h. Vous avez en orange ce qu'on peut appeler des poches de femmes, quasiment non mixtes. Il n'y a quasiment que des femmes. Les poches bleues sont des poches uniquement d'hommes. Et les poches grises sont des espaces de mixité. D'accord? Alors, le jeu, c'est quels sont les équipements. Il y a 2 jeux sur cette première. C'est où elles sont. Pourquoi ici, j'ai que des femmes, ici aussi? Et pourquoi ici, j'ai pas du gris? Vous avez le droit de jouer. C'est déjà... Alors? C'est facile, là. On est entre 8h30 et 9h. Là. Les écoles. Maternelle, élémentaire. OK? Donc là, c'est un petit parc qui est à côté. Zone grise? Très bien.
la multimodalité, arrivée du tram. Terminus du tram, donc là c'est le mouvement, la mixité dans le mouvement. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un café, ici. Et ça? Pardon? Le centre commercial, le Lidl. Voilà. Donc on passe sur le 10h, 10h30. Donc là, il n'y a plus de mobilité scolaire. Hein. Donc on est au supermarché et au centre social. Équipement tellement précieux pour les femmes. Mais dedans, bien sûr. Hein. Et puis l'espace occupé par les hommes. Donc voilà, hein, c'est pareil, midi, 13h. Donc voilà, on retrouve les écoles, on repasse au centre commercial. Le 15h30, 16h, pareil, sortie des classes. Et le 19h30, 20h. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. Oui, le City Stade. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai fait ces observations et que j'ai travaillé notamment avec Jean Révy dans ce quartier sur ce qu'on appelle une marche sensible, qui est une marche d'appropriation de l'espace, hein, c'est extrêmement intéressant. Peut-être que vous aurez des questions là-dessus et je pourrais développer comment on mène une marche sensible, qui n'est pas une marche, alors sans vouloir, comment dire, d'évaluer hein, la démarche qui avait été faite sur les marches qu'on appelle exploratoires, ça n'est pas une marche utilitaire. Une marche sensible, c'est une marche d'insouciance, sans but. Donc sans but, ça veut dire je ne dis pas que le trottoir penche, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'approprie mon espace. Et sensible au sens des sens. Qu'est-ce que je sens à cet endroit-là? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Comment je me sens physiquement? Hein. Et c'est une expérience extraordinaire. Et je me suis rendu compte, moi, que je n'avais quasiment jamais de ma vie marché pour rien. Sauf pendant le confinement, mais on pourra en discuter aussi. Voilà, en termes d'appropriation de l'espace de ville. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une marche un week-end à Bordeaux. Il arrive qu'il pleuve. Parfois, longtemps. Ce week-end-là, répit, week-end d'automne, premier week-end où enfin il y a une éclaircie. Ça avait eu le temps de sécher aussi, miracle. Marche d'après-midi, un samedi. On a fait tout le tour du quartier. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes, c'est des marches mixtes, mais ils ne sont pas venus. Il y avait des enfants. Tout le tour du quartier. Ici, on a une grande zone de parc, ce qu'on appelle le parc du Rectorat, qui est magnifique, donc avec ce City Stade, mais en plus pas trop aménagé, donc il laisse beaucoup de possibilités. Ce jour-là, l'espace public était vide. Vide. Vide d'hommes, vide de femmes. Et ça m'a beaucoup interrogée. Beaucoup. C'est une autre facette qu'on voit aussi peut-être peu en miroir, c'est que nous n'arrivons plus, nous ne sommes plus à l'espace public. On est ici dans un quartier populaire de la ville, hein, où on a jusqu'à des R+10, où les personnes n'ont pas d'espace extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sorte plus quand on a un rayon de soleil et que ça fait 15 jours qu'il pleut? C'est une vraie question aussi, hein, en termes de dynamique de l'espace public. Alors, les cheminements piétons actuels, donc sur ce quartier, hein, donc ce qu'on travaille, c'est le piéton, hein, puisque la femme est beaucoup piétonne. Hein. Voilà, on ne va pas aller dans une école avec un espace piéton. D'abord, elles n'ont pas de voiture, donc déjà ça c'est réglé. Voilà, sur donc la complexité des cheminements piétons, qui est une entrave quotidienne pour les femmes sur leur apprentissage, leur vécu de la ville, quoi. Qu'on peut peut-être ne pas voir si on s'intéresse simplement aux grandes mobilités qui sont une pénétrante, une station de tramway, voyez, et des circulations dans le quartier, en voiture. Alors là, je vais vous montrer les dessins d'enfants. Donc, je vous ai expliqué le principe. Hein, donc, où es-tu le plus souvent? Avec qui? Comment te déplaces-tu? D'après toi, y a-t-il le plus de garçons? D'après toi, où y a-t-il le plus de filles? Je vais vous en montrer pas mal. Hein, et puis, on va en discuter après. Donc là, on est sur une fille qui est avec 3 copines. D'ailleurs, qui change de groupe. Hein, c'était possible. Je leur avais dit, si vous allez voir d'autres personnes dans la récré, voilà. Donc, le groupe devient mixte. Donc, elle va se déplacer comme ça. Et elle me signifie dans son espace de cours qu'il y a un préau, une salle des maîtres. Donc ça, c'est important aussi d'avoir repéré la coveillance dans la cour de récréation.
Donc on verra aussi que sur ce tableau, par exemple, il n'y a pas les toilettes. Alors que c'est aussi quelque chose ce qui fait l'espace, c'est aussi ce qui l'entoure. Hein. Donc pour elle, il n'y a pas de toilettes à l'espace de cours, alors qu'elles y sont bien évidemment. Hein. Donc ça c'est important. Et donc ce terrain de foot. Donc on est toujours sur la même école. Donc on a une autre visualisation des mobilités, donc une fille hein, qui elle dessine un immense terrain. Donc il y a une garenne qui est un espace boisé dans cette cour. C'est une très grande cour de récréation hein, et un préau. Ce qu'on va faire après, ce que j'ai fait avec les CM2, c'est qu'on a mesuré à l'échelle, ils ont mesuré à l'échelle la cour de récréation. Ça nous permet aussi de voir ce que ça prend dans ma tête, la place de ce terrain, en fait, ou de l'espace central de jeu, bétonné de jeu des garçons, hein, sachant que sur cette école, il y avait eu un espace dessiné avec des poteaux, vous savez, il a été enlevé, en fait, mais la pratique du foot a été pérennisée, enfin, a continué sur cet espace-là, sans espace dessiné. Donc c'est vraiment la place que ça prend dans ma tête. Vous voyez ? Ensuite, on a ici, et je le trouve très intéressant ce dessin, c'est un collégien qui me dessine ce dessin. Il est là, ici. Il est avec un groupe de 12 garçons et de 5 filles. Prendre la place. Et il me dessine ce qu'on appelle cette... Évidemment, il n'y a pas tous ces garçons sur l'espace de jeu. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Mais c'est ce qu'on appelle ces poches de masculin. Et quand on fait des marches sensibles avec les femmes, on se rend compte aussi qu'elles s'imaginent les poches de masculin et elles n'y vont pas. Donc y aller ensemble, ça montre aussi, ah ben non, ben finalement, il y a juste un ou deux hommes qui sont en train de faire un peu de sport. Voilà. Mais quand même, la question de la légitimation des espaces masculins, type city-stade, terrain de foot au centre, etc., ça provoque aussi, de fait, un retrait et un évitement. Hein. Sachant que lui, il va quand même y aller. Vous allez voir après, sur cette école aussi, comment les filles se déplacent. Donc, il va aux toilettes. Voilà où sont les filles sur ce dessin. Et je ne vous montre pas ce dessin parce que ça m'est arrivé une fois. Je vous le montre parce qu'à chaque fois, j'ai ça. Voilà. Si vous voulez, je vous tiens à disposition des milliers de dessins que j'ai gardés. Voilà, donc on est là-dessus. Donc là, on est sur une autre cour de récréation où le terrain en collège et le terrain d'activité EPS, ce qui autrefois était fait dans les établissements scolaires. Donc c'est toute cette question de où on met l'activité EPS aussi maintenant quand on construit de nouveaux collèges. Ça, c'est une vraie question. Donc qui lui fait carrément toute, pour qu'il soit conforme, toute la largeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de passer derrière, si vous voulez. Donc là, cette jeune fille, elle va passer sur le côté et aller sur le banc des filles. Là, c'est un garçon qui dessine. J'ai discuté avec lui, d'ailleurs on le voit, alors ici un petit peu, il y va un petit peu, mais il m'a dit que lui, il n'aimait pas trop le foot, qu'il ne jouait pas au foot. Mais ce qui est intéressant sur ces deux dessins, c'est la manière dont lui, il occupe l'espace. Hein, c'est-à-dire qu'il s'autorise à traverser. Voilà. C'est un espace de garçons, voilà, donc lui, il peut passer. Les filles passent sur le côté. Là, c'est un dessin de quatrième, donc on est sur le même espace scolaire. Et là, ce qui est très intéressant dans ces dessins-là, et je vais vous en montrer plusieurs, c'est donc le capitaine. Alors, il part avec son équipe sur le terrain. C'est ce qui nous fera travailler, par exemple, de qui a la balle. Vous voyez, quand on va travailler en élémentaire, alors là on est en collège, on travaillera autrement, mais en élémentaire, je viens de faire une session avec des CP dont leur mission est de partager la balle dans la classe. Donc il y a 8 récréations, voilà, comment on travaille sur la semaine pour que chacun puisse avoir la balle et proposer son jeu, même si on joue à autre chose. Et ce qui est intéressant aussi sur ces dessins des joueurs de foot, et on en discutera après, hein, parce qu'eux aussi sont dans l'injonction. Quand on va changer les choses, ils vont vivre des expériences positives aussi. C'est où sont les autres. Vous voyez, on ne voit pas les autres. On ne connaît que cet espace-là. Donc là, reproduit en CM1. Vous voyez, vous avez collège, donc 4e, CM1. Hein, donc pareil. Donc là, ça se fait sur le côté, hein, sous le préau. Le foot, c'est le lieu. Mais on va retrouver quand même la même chose. Donc, où sont les autres? Alors, il sait qu'il y a des jeux, mais il ne sait pas où sont les autres.
sur cette même école, c'est un garçon qui se présente tout seul et qui, lui, va bouger dans la cour. Vous voyez, il va aller au coin zen, il va aller au foot un petit peu, au baby. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est ce qui va me servir après pour aménager aussi l'espace, c'est ce qu'ils appellent les plantes. Alors, autant vous dire que c'est un échec de plantes. D'accord? Donc il reste, je ne sais pas, des bacs. Mais ça aussi, c'est hyper important d'en discuter. Hein. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est éphémère? C'est quoi ces projets de potager, partager, tout ça? Alors que pendant 2 mois d'été, il n'y a personne qui va arroser. Donc soit c'est un projet qui se fait avec les parents, qui se fait avec le centre de loisirs, qui se fait, voilà. Soit sinon, il faut considérer aussi que, voilà, il y a un moment où ça sera du trèfle à 4 feuilles. Et c'est très bien d'ailleurs parce qu'ils vont passer leur temps à chercher du trèfle à 4 feuilles. Hein. Mais il est mixte cet endroit. Ce qui fait quand même poser la question de la prescription d'usage. Vous voyez, football, plantes, point zen. Point zen qui est quand même un point fille, hein, sur le côté. Donc comment on travaille sur l'intitulé des ambiances de cours. Vous voyez, terrain de jeu collectif. Et on change le contenu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de foot. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai travaillé à Suresnes, sur une école. Quand j'arrive en janvier, de septembre à décembre, c'est une petite cour. Là aussi, il y a des contraintes. Hein. Dans l'urbanisme, vous avez des gens qui ont des cours immenses. Moi, j'ai travaillé dans le très rural, dans les villes moyennes, à Paris, hein, sur les îlots, les oasis de fraîcheur avec Anne Hidalgo. Vous avez des cours. D'ailleurs, c'est presque plus facile de travailler le partage sur un espace contraint que sur un grand espace, pour le mélange. Hein. Donc à Suresnes, la cour est petite. De septembre à décembre, elles ont 1 million de problèmes avec le foot sur l'espace de cours. Ok, elles statuent, elles décident, c'est terminé. Il n'y a plus de ballon. C'est fini, il n'y a plus de foot à l'espace de cours. Je viens, hein, donc de manière provisoire, pendant 1 mois et demi. Donc je leur dis, c'était comment avant, c'est comment maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? D'accord? Et là, ils me dessinent, toujours pareil, où sont les filles, où sont les garçons. Donc là, c'était avec ballon, vous voyez. Donc là, on voit quand même les spectatrices. Hein, donc les croix sont les garçons, les ronds, ce sont les filles, avec quand même quelques filles au centre. Et juste ça, avant, après. Juste, on n'a pas travaillé le contenu, on n'a pas travaillé l'aménagement. Après. Sans ballon. Et je vais vous montrer des visuels sur cette cour. Avant. Avant, dans la récréation, les garçons occupaient tout l'espace. Et les filles qui voulaient se mettre en travers, leur chemin se faisait toujours bousculer. Le pire, c'est que les garçons bousculaient les filles en faisant exprès. Donc là, j'ai des témoignages, comme la cour n'est pas très grande, où ici, il y avait le réfectoire, c'est-à-dire que quand elles sortaient du réfectoire, si vous voulez, elles marchaient sur le terrain. Et elles étaient déjà reléguées. Ça, c'est important aussi à comprendre, parce que c'est vraiment aussi une expérience vécue du quotidien pour les enfants. Quoi. Par où je passe, où j'ai le droit de passer, qu'est-ce qu'on m'autorise. C'est même pas j'ai envie de jouer là, c'est que je peux même pas marcher. Hein? Et bien souvent d'ailleurs, le fait de tracer le terrain de foot au sol, ça empêche plus d'entrer que de faire jeu. Hein, c'est-à-dire la règle du jeu, c'est-à-dire les touches quand ça sort, etc. Enfin, c'est pas toujours au foot qu'ils jouent quand même. Hein? Donc, les filles se faisaient toujours insulter. Donc la violence physique, hein, la relégation, quand elles sortaient de la cantine, puisqu'elles marchaient sur le terrain, ce que je vous raconte. Voilà. Donc les garçons avaient tous les droits, contrairement aux filles, la notion de droit, ils se croyaient supérieurs aux filles. Voilà. Donc c'est elle qui traduit, hein, enfin on ne lui demande pas de dire ça, quoi. Donc après, l'espace de cours. Après, les filles et les garçons seraient peut-être en harmonie. Ce que j'aime, c'est le peut-être. Encore un petit peu un doute, mais le terrain sera peut-être à tout le monde. Et ça aussi, c'est une notion que je vais beaucoup travailler. Partager, c'est jouer avec ceux qui veulent jouer, mais c'est aussi partager le jeu. C'est renoncer à jouer à son jeu pour que les autres puissent jouer à leur jeu qui prend de la place. Hein? Et quand on va faire un diagnostic sur une école avec des enfants, je vais leur demander, il y a une classe qui va faire le tour de la récréation et qui va me marquer à quoi jouent les autres, à quoi on joue dans une récréation.
Et on va avoir le 34 délivrance, le dodgeball, l'épervier, le chat glacé, le chat givré, le chat loup-vipère, etc., etc., etc. Des tas de jeux collectifs qui ne se font pas sur le terrain collectif, puisqu'il ne s'y fait que le foot, et qui prennent encore de l'espace vital pour les autres. Ceux qui voudraient s'asseoir, lire, être au calme. Donc partager un espace, c'est aussi partager ce qu'on y fait. Donc les filles seront plus heureuses et les garçons pourront jouer à autre chose que le foot. Donc les garçons et les filles auront compris que se mélanger est une bonne chose. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important et sur lequel je voulais aussi attirer votre attention, c'est que la non-mixité, il suffit d'un groupe. Il suffit que les garçons jouent entre eux pour que les filles se retrouvent entre elles. Et cette question de l'injonction à ce jeu-là, alors c'est pas tous les garçons, hein, et ça on pourra en discuter aussi, mais ça fait quand même une vision, si vous voulez, ou une image de l'occupation de la cour qui se passe comme ça. Les garçons entre eux, et qui ne veulent pas les filles avec eux, hein, parce qu'elles sont disqualifiées, elles sont nulles, etc. Donc on va travailler aussi sur ce contenu-là. Et les filles se retrouvent entre elles. La non-mixité, ça peut venir juste d'un côté, hein, et interdire la relation. Ce qui est un peu vrai aussi sur les débats qu'on a aujourd'hui dans l'espace public ou dans la société civile, où j'ai des journalistes qui m'appellent effrayés en me disant « Oh là là là, c'est quoi ces femmes qui veulent être entre elles ?» Pardon. Pardon. Donc, personne ne voit les hommes entre eux. Dans les city-stades, dans les créneaux de futsal, dans les... Alors, je ne dis pas, encore une fois, voilà, mais à un moment donné, et en plus, elles, j'allais dire, elles ont des raisons. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Et qui propose ça? C'est le secteur privé. Donc, toute la question, elle est sur la puissance publique. Que sommes-nous capables de réinjecter en termes de relations et de mixité sur les espaces publics ou dans une cour de récréation. Alors, maintenant qu'on a enlevé le ballon, on a repris de la place pour d'autres jeux. Avant, il n'y avait pas de corde à sauter au milieu. Qu'est-ce que j'ai à dire aux autres en tant que fille sur mon jeu? Qui me laisse mon expression et ma place? Je rappelle que je vois que les petits jeux de filles, ils sont petits parce qu'ils n'ont pas de place. Quand ils ont de la place, ils sont grands. Et quand on fait tourner la corde, il y a des garçons qui viennent sauter. C'est quoi être à égalité? À égalité, c'est par exemple que les garçons ne se croient pas les plus forts, ce qui arrive souvent. Il faut que tout le monde ait le droit de jouer. Dans notre récréation, les garçons, ils prennent beaucoup de place pour jouer au foot. Ils prennent le milieu de la récréation, un des côtés et de l'autre un petit bout. Ça, c'est magique, en fait, hein, sur cette question voilà, de la place que ça prend. Très intéressant. Je voulais dire que quand on avait le ballon, on ne se rendait pas compte de toute la place qu'on prenait. Je comprends les filles. Si on était à la place des filles, on aurait dit pareil, je pense. C'est ça qui est important aussi dans le débat. Parce que c'est un système, c'est une structuration qu'on n'interroge pas et qu'eux n'interrogent pas. Si on ne leur demande pas de réfléchir à ce qui se passe, et tous les enfants, à cet âge-là, qui passent par l'éducation nationale, connaissent les valeurs. Ils connaissent les valeurs. C'est quoi la justice sociale? C'est quoi partager? C'est quoi être égalité? Par contre, ils sont débordés par la norme. Ou peut-être parce que nous leur montrons aussi sur l'occupation des espaces. Donc dans notre récréation, c'est pareil, on peut aller partout, on peut pas se déplacer comme on veut. Il y a des fois des filles, elles veulent jouer avec des garçons, mais ils disent non, tu ne joues pas, tu es nul. Pourquoi c'est important cette phrase? Parce que trop souvent, on a pensé que être à égalité, c'était avoir le droit, donc je mets un espace, tout le monde a le droit d'y venir, d'accord? Et qu'il y avait tout de suite, est-ce que je veux? Donc si je n'y allais pas, c'est parce que je ne voulais pas y aller. Mais au milieu, il y a est-ce que je peux y aller? Qu'est-ce qui rend possible que j'y sois à cet endroit? Compte tenu du sexisme, de l'homophobie, compte tenu de la manière dont on aménage les espaces. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, avant, on faisait que de jouer au foot. Moi, je préfère autant maintenant qu'avant
on était tout le temps, allez, passe-moi la balle, je vais marquer. Parce que maintenant, ça nous permet de se rappeler des jeux qu'on avait, comme poule, renard, vipère. Voilà. Cette injonction, et j'ai retravaillé, je travaille beaucoup avec les garçons qui jouent au foot, parce que l'idée, c'est pas de les pénaliser, d'accord ? Ou c'est pas de leur dire, c'est leur faire prendre conscience du partage. Partager, c'est renoncer, il n'y a pas mille façons. C'est négocier d'abord, à égale valeur, je veux faire ça, tu veux faire ça, qui veut jouer, qui joue, etc. Ça, c'est de la négociation, mais c'est du renoncement aussi. C'est quelqu'un qui dit, je laisse ma place, ok, tu as le droit, tu peux. Donc, c'est aussi important d'avoir leur retour là-dessus. Et par exemple aussi, sur la question, voilà, celle-là je l'aime bien aussi, maintenant on joue filles-garçons, je pense qu'on n'est pas beaucoup à être comme nous. Ou, moi je trouve que c'est mieux maintenant. On joue à poule, renard, vipère avec les garçons. Avant, ils ne jouaient qu'au ballon. La non-mixité, vous voyez ? On joue avec les garçons. Il y a deux avantages, je peux jouer à mes jeux, et jouer avec les garçons. Voilà. Donc, du coup, c'était une bonne idée de supprimer le ballon pour nous faire réfléchir à des jeux qui ne soient pas que foot, 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 des jeux de stratégie, des petits jeux. Voilà. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on va travailler et qui est important. La question du conflit, hein, parce que, évidemment, c'est conflictuel une cour-récréation. Hein. Quand on dit, voilà, alors, par exemple, la grande expérience que j'ai, moi, c'est fille attrape garçon et garçon attrape fille. Donc je passe quand même quelques années avant de comprendre pourquoi ça s'organise comme ça, ce jeu. Je n'arrive pas à comprendre intellectuellement pourquoi ils ne font pas des groupes mixtes pour s'attraper, en fait. Et un jour, je comprends. J'ai un petit garçon qui me dit, mais c'est pourtant simple, madame. C'est parce qu'on ne peut pas se distinguer. Vous voyez, pour organiser l'équipe, ou pour faire le jeu sur 10 minutes, on ne peut pas dire fille, fille. Vous voyez ? Donc ils se distinguent en étant des filles et en étant des garçons. Donc on met des chasubles. Voilà. Hein, donc on a l'équipe rouge contre les pipes vertes. Ils jouent à la récréation. Ils retournent en classe. Comment ça s'est passé ? Ah super. Au début c'était génial. On s'est super bien amusé, tout ça. Très bien. Et après ? Après c'était horrible. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les filles, elles ont commencé à dire qu'on trichait, voilà. Et donc, c'est important aussi d'avoir ça. Et moi, ce que je leur dis, donc, quand tu jouais au foot avec tes copains, c'était jamais conflictuel. Ah si, madame, tout le temps. D'accord ? Donc, le conflit, il fait partie aussi du mélange et de la relation. Hein. Il faut retravailler les règles la prochaine fois. Comment on fait ? Redites-vous les règles. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous êtes entendus ? Etc. Hein. Mais il est sain dans la relation parce qu'il n'est pas tout de suite de la violence. Le conflit, il doit avoir lieu. Et d'ailleurs, le dissensus aussi. Hein. Encore une fois, être à égalité, c'est pas être pareil. C'est avoir les mêmes droits. Les toilettes. Ah oui, les toilettes. Quand même, moi, quand j'arrive dans un établissement, je n'arrive pas à comprendre comment on invisibilise les toilettes. Les toilettes, ça constitue un espace de cours de récréation. On est d'accord avec ça. On va aux toilettes à la récréation. Donc, les toilettes, on a un problème. Et on a un problème depuis toujours. C'est un problème de santé publique. Donc, dernier sondage, et moi je refais passer des questionnaires dans toutes les écoles où je suis. D'accord ? Tous les enfants répondent. Est-ce que tu y vas ? Jamais, souvent, toujours. Vous voyez ? Est-ce que tu te retiens ? Il t'arrive de te retenir ? Jamais, tous les jours. Souvent. 8 enfants sur 10 s'empêchent de se retirer d'aller aux toilettes. 8 enfants sur 10. Autant de filles que de garçons. Là aussi, la question du harcèlement scolaire. C'est le seul lieu, l'école, où il y a quasiment autant de filles que de garçons qui ne subissent pas le même harcèlement, hein, d'accord ? La même forme de harcèlement, mais qui sont harcelés. Le seul. C'est-à-dire que si vous prenez tous les espaces sociétaux, les violences conjugales, les violences au travail, les violences de harcèlement dans l'espace public, l'inceste, les viols, c'est les femmes qui sont majoritaires, mais très majoritaires. À l'école, il y a autant de victimes, filles que garçons. Par contre, il y a toujours un surtaux d'agresseurs. À plus de 80%, ce sont des garçons qui agressent. Soit d'autres garçons, soit des filles. Les filles, lorsqu'elles harcèlent à l'école, elles harcèlent dans une grande majorité d'autres filles.
comment tu es habillé. Et ça se fait aux toilettes. Le lieu de relégation des filles au collège, on l'a vu, et c'est un lieu aussi de dégradation importante. Et ça, c'est important de le dire. Moi, je travaille avec le département de la Gironde sur la construction des nouveaux collèges. On a fait le point et le bilan sur les collèges existants. Au bout de deux ans, les toilettes sanitaires des garçons sont détruites. Dans un collège neuf. Détruites. Quand même, ça me pose question. Alors, la question du harcèlement, c'est d'abord d'être insulté et regardé aux toilettes pour un petit garçon. D'accord? Donc là, ça déroule. C'est des études qui ont été menées par Éric Debarbieu, qui est un grand spécialiste du harcèlement scolaire. Elles ont été menées en 2018. Voilà, je pense que là, c'est clair aussi. Mais pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça aux toilettes? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça se passe aux toilettes? Qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce lieu? Oui, c'est un lieu qui est caché, mais c'est un lieu qu'on cache, et un lieu qu'on cache du regard. C'est le lieu d'impunité, comme quand je travaillerai sur les collèges, je travaillerai sur les toilettes, le local à vélo et les vestiaires. 3 lieux d'impunité. Et l'impunité dans l'entre-soi, ça ne crée pas du tout de la tolérance. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais peut-être aussi parce qu'on ne réinterroge jamais ce lieu. Jamais. Et pourquoi on n'interroge pas le lieu des toilettes? Parce qu'on a décidé que parce qu'on avait fait des toilettes non mixtes, on n'avait pas à se préoccuper des problèmes de violence. Parce qu'on avait résolu, d'une certaine manière, en aménageant les toilettes non mixtes, les problèmes de relations. Ce qui est complètement faux en termes de statistiques. Parce que les statistiques du harcèlement scolaire, elles ne varient pas de 2018 à 2019 à 2020. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le Moyen-Âge et aujourd'hui. Comme, malheureusement, les féminicides. Donc on a un problème de la relation. Comment on le traite? On ne les met pas en relation. C'est quand même une vraie question. Est-ce que c'est pas plutôt l'impunité le problème? Est-ce que c'est pas plutôt dans les toilettes des garçons qui sont, elles, complètement fermées? Là, on ne voit pas. Pourquoi elles sont complètement fermées, les toilettes des garçons? Vous avez une idée? Parfois plus que celle des filles. À cause des urinoirs. Donc, on considère que les garçons, entre eux, peuvent se regarder. Donc, on oublie quand même la question de la pudeur chez les garçons. La question de la dignité. Parce que, dans ce monde-là, ceux qui font la norme de la construction des garçons entre le système qui fait cette norme-là, il y a une injonction à aller à l'urinoir. On ne va pas dans la cabine, parce que qu'est-ce qu'on va y faire? Toute cette question-là des toilettes. Donc, on clôt, on ferme. Terminé. La porte, elle se ferme. Donc c'est un véritable problème. Donc il faudra travailler sur les toilettes. Donc quand j'ai une esquisse d'architecte pour la construction d'un collège en Gironde, sur les 14 nouveaux collèges qui vont être construits, ils ont comme consigne de faire 2 blocs sanitaires ouverts. D'accord? C'est à discrétion du chef d'établissement. L'idée, et le département de la Gironde le préconise dans sa note technique, c'est que les toilettes soient mixtes. Mais mixtes avec une condition de protection affective, de voir et d'être vu, ce qu'on appelle une coveillance. C'est-à-dire les toilettes donnent sur cours, obligatoirement, d'accord? Et elles sont largement ouvertes. Alors, vitrées si on veut. Mais il n'y a plus d'urinoir, et ce qu'on garantit, c'est l'intimité dans la cabine, quand même. Parce qu'en plus, on se rend compte que les intimités dans la cabine ne sont pas respectées. Voilà. Donc, mon local technique qu'on m'a mis là, ben, j'ai dit non, il faut le mettre derrière. Ça me bouche la vue. C'est un détail
Hein, mais c'est parce qu'on appréhende cette question-là sous cet angle-là qu'on le voit, ça. Voilà. Hein, donc c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres qu'on peut mettre. Et juste sur la question aussi de la séparation. Ce dont on se rend compte aussi, dans les questions de harcèlement, de peur aussi, hein, pour aller aux toilettes, c'est la question petit-grand qui n'est jamais abordée. Quand on est en 6e et qu'on doit aller aux toilettes avec un 3e ou une 3e, c'est effrayant parfois. C'est pas du tout les mêmes corps, c'est pas du tout les mêmes âges. Et c'est pareil pour un CP et un CM2. Voilà, on a 5 ans de différence. Donc on peut aussi tester, mais on peut expérimenter. On peut expérimenter les toilettes des petits, les toilettes des grands, 6e, 5e, 4e, 3e. Et si ça ne marche pas, s'il y a d'autres... Il y a des collèges en Gironde où ça a été expérimenté, où le principal a téléphoné au département en disant « c'est bon, j'ai plus de problème aux toilettes ». Les toilettes mixtes. Hein. Mais sous condition. Et là, au lieu d'avoir, comme on a aujourd'hui dans les collèges, une surveillante ici, avec tout fermé là, un surveillant là, avec tout fermé, qui ne voit rien, qui ne surveille rien à l'intérieur, mais qui ne surveille pas la cour non plus. Parce qu'en général, les toilettes, elles ne donnent pas sur cour, hein, elles sont cachées derrière, vous savez, complètement derrière. Eh bien, on récupère de la surveillance de cours, de l'animation, de la régulation, et là, quand on marche, qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez? Ça, c'est vraiment important. Et parce que, aussi, moi, je fais le pari, et c'est à expérimenter, que la conveillance, elle se fait aussi dans le groupe de pairs, entre les filles et les garçons. Hein, et prendre le risque, quand c'est ouvert comme ça, de regarder par-dessus quand même la cabine, ou par-dessous, de glisser un téléphone, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et que l'espace de lavabo, qui est l'espace central, est l'espace de perméabilité entre les sexes. Voilà. Et aussi de conveillance. Donc, c'est un endroit qui est aussi très important. D'ailleurs, les toilettes, hein, enfin, bon, voilà. Premier espace de relégation des femmes à l'espace public, on est bien d'accord. Femmes, enfants, personnes âgées, personnes qui ont un problème, un handicap, par exemple. Hein. Ah non, mais pas de toilette à l'espace public. Ah bon, d'accord. Mais comment? Moi, je reste 2 heures à l'espace public. Quand je traîne tout ça avec moi, ou quand moi-même, j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est une vraie question, quand même. Hein? Surtout que, pour le coup, c'est la seule différence biologique, naturelle, une des seules, hein, avec l'appareil génital ou quelque chose, de différence physiologique entre les femmes et les hommes. Les femmes ont des plus petites vessies. Pas de bol. Donc, elles ont besoin d'y aller plus, et elles mettent techniquement un peu plus longtemps. Voilà. Donc, c'est vraiment une question importante. Donc, j'avance. Donc là, je voulais expliquer tout à l'heure, un diagnostic qui est fait par les enfants, c'est un diagnostic qui dit tout ce qu'on fait dans la cour. D'accord? Donc, voilà, jeu du loup, jeu du chat perché, balle américaine, jeu calme, foot, de la course comme ça, de la course dans ce sens, l'épervier, enfin voilà, foot, tout ce qu'on fait, super-héros, super-héroïne, alors ça c'est hyper intéressant, je n'ai pas le temps de vous en parler, ça c'est un top jeu, les billes, voilà, tout ce qu'on fait. Donc on fait un diagnostic, et avec les petits points de couleur, où sont les filles, où sont les garçons, où sont les petits et les grands, et on a mesuré. Ça, c'est un espace qui a été mesuré. C'est les premiers dessins que je vous ai montrés. Vous savez, vous avez l'espace de foot là qui est immense, et ça, c'est ce qu'ils appellent la garenne. Vous voyez? Mais en fait, on a quasiment autant d'espace sur les deux. Hein. Et ce qui est très important aussi, c'est de se rendre compte que plein de choses se font dans ce petit espace de préau. Hein, mais plutôt pour se cacher, les yeux calmes, etc. Donc ensuite, on va faire une proposition d'aménagement d'espace de cours. D'accord, qui vont être la base à l'expérimentation, avec tout le travail qui a été fait avec les animateurs et les animatrices, les enfants, etc. Première chose, ça a été mesuré, ça. D'accord, dans ce sens-là, à peu près là, on joue au foot. Donc, qu'est-ce qu'on propose de le mettre là? Qu'est-ce que je fais? Je libère l'espace central pour les mobilités. C'est la même périmètre, c'est le même périmètre. D'accord? Ok? Voilà. Donc c'est possible, tout le monde y consent. Ok, d'accord madame, on fait comme ça. Voilà. Donc ensuite on va aménager, donc c'est assez classique, hein, jeu collectif, ambiance intermédiaire, hein, auto-organisation, jeu de société, art plastique, danse, etc., etc. Point calme. Lecture, avec du contenu à chaque fois.
Ah oui, je ne vous ai pas mis contenu. Par exemple, sur le terrain de jeu collectif, on va travailler sur une roue du jeu au hasard. Donc, c'est travailler les animateurs et les animatrices pour sortir de cette histoire de négociation incessante ou de domination, voilà, des hommes ou des unes sur les autres par rapport à quoi on joue. On fait une roue dans laquelle on a marqué tous ces jeux-là, ce qu'on a vu, épervier, 34 délivrances, etc. Mais ils vont aussi, eux, expérimenter des jeux avec les animateurs et les animatrices. Par exemple, Fortnite, Battle Royale, des choses comme ça. Ça va être écrit sur la roue. On va tourner la roue. Et ça va tomber sur un jeu. Il y a le foot aussi. Mais à égalité. Partager, c'est pouvoir partager les jeux. Donc la question, elle est, qui veut faire un jeu collectif? On tourne la roue, on joue. D'accord? Et ça peut tourner. Voilà. On peut aussi travailler sur des équipes au hasard, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Alors je vous montre rapidement, c'est de l'aménagement provisoire. Donc je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, parce que la cour, vous ne la connaissez pas. Donc autrefois, on avait ce terrain bétonné, là, avec l'espace de jeu de football, là, tout là. D'accord? L'espace de terrain d'activité collective, il est ici, maintenant. D'ailleurs, sans mur, à part celui-là. Là, c'est un peu fermé. Ça aussi, c'est important, parce que ça conditionne la pratique. Si vous enfermez, vous valorisez une pratique performante. Vous voyez? C'est-à-dire, voilà, qui tire le plus fort, etc., etc. Si on ouvre, et ça avait été discuté avec les enfants, si vous tirez trop fort, vous passez votre récréation à chercher le ballon. Donc, il faut aussi organiser le jeu en fonction. Donc, on peut amener du matériel mobile, des petites cages, des paniers de basket, etc., en fonction du jeu qu'on fait. Et on a un terrain, un traçage au sol qui permet des jeux. Je vais vous montrer. Ici, on a fait un espace intermédiaire avec une allée de tuyas. Et ça, c'est du recyclage de matériel qu'il y avait dans les cartons des services techniques. Voilà. Hyper intéressant, ces assises. Les assises en croix, alors là, ça a été la révélation pour nous, en fait, parce que d'abord, on peut voir partout dans la cour. Vous savez ce que regardent les bancs? Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Donc, autrefois, ils y sont encore, il y avait des bancs ici et des bancs là qui regardaient l'activité sportive. Donc là, on peut se mettre où on veut, est, nord-ouest, donc regarder toutes les activités. Et évidemment, c'est des assises qui permettent la discussion de côté, qui permettent un jeu de jeu musical, par exemple, vous savez, où il y en a 4 assis, il y en a un qui tourne, et puis donc ça permet de jouer aussi. Et puis le cache-cache. On verra. Au centre, on a voulu visualiser, alors c'est provisoire, un espace, si vous voulez, d'activité créative. L'idée, c'est de maintenir aussi, ça sera probablement du grillage, un espace aussi de restitution de travaux collectifs des enfants. Ça peut être des dessins, ça peut être des messages, ça peut être qui ont été faits en art plastique ou qui ont été faits avec les animateurs et les animatrices. Vous voyez que ça rejaillisse à l'espace de cours. Là, ce qu'on a travaillé aussi, c'était le dedans-dehors. Vous voyez, c'est-à-dire que sur la grande récréation, sont proposés des tas d'ateliers pour les enfants. Mais les ateliers lecture, point calme, art plastique, danse, théâtre sont à l'intérieur, systématiquement. Donc l'idée, c'était de les réinjecter dans l'espace central, d'abord pour offrir aux autres la possibilité d'eux, et c'est ce qu'on va voir, c'est la mobilité, ça c'est extrêmement intéressant. En fait, plus qu'au départ, en effet, j'allais dire boomerang de mixité, ce qu'il y a, c'est le partage des espaces dans la mobilité. C'est-à-dire, je vais faire un jeu collectif, je vais dessiner, je vais me reposer, je vais jouer là, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est proposé. Même si, quand vous êtes en salle d'activité avec les animateurs et les animatrices, ils vous disent vous pouvez partir, vous pouvez venir quand vous voulez, c'est enfermé, vous ne le faites pas. Vous voyez, vous êtes dans une salle, donc... alors, ça ne pourra pas se faire tout le temps, d'accord? Parce que l'idée aussi, c'est ça, c'est la question saisonnière. Il pleut, il fait beau. Mais quand on peut envahir cet espace et on peut maintenir des pratiques durables. Donc là, on les voit de plus près avec ces assises. Donc, vous voyez, on voit ici une petite fille, je pense, qui se cache, et qui joue à cache-cache avec. Donc le point calme, de briques et de broc, avec ce qu'on avait, on a fait. Donc pour le point calme, pour poser ses chaussures, l'animatrice, elle avait préparé des trucs de carton comme ça qu'on mettait, voilà, pour qu'ils s'isolent, et réhabiliter la place des lecteurs. Parce qu'on voit vraiment, ça c'est une vraie problématique, c'est pour ça que quand je travaille aussi sur les collèges, le CDI rayonne sur cours. Voilà.
parce que il y a des tas de lecteurs, des tas d'enfants, filles comme garçons d'ailleurs, et ça réhabilite les lecteurs garçons, qui n'ont pas leur place à l'espace de cours. Et la lecture, ça fait partie aussi d'un temps de récréation. Donc les lectures communes, on se montre les livres, etc. Donc ce fameux espace là où on fait de l'art plastique avec le truc. Donc comme on était en expérimentation, on a fait du lundi au vendredi. À Bordeaux, le lundi, il faisait 30 degrés. Le vendredi, il faisait 12. Il y a eu 0 récréation tellement il pleuvait. D'accord ? Mais voilà, ils ont amené, hop, on a trop chaud, on amène les parasols. Donc c'est tout ça en fait qu'on va aussi devoir réfléchir à comment on s'abrite du soleil, etc. Donc j'avance parce que je prends trop de temps. L'espace de jeu collectif, donc c'est un terrain de jeu collectif, mais sur un terrain de jeu collectif, on peut faire autre chose que du ballon. Je le dis comme ça. Avec le traçage au sol, elles ont... Et donc ça, voir des filles dans l'espace central de jeu collectif, c'est quand même ultra rare. Donc c'était aussi ça qui était intéressant. La roue, je vous ai expliqué, alors qui a été fabriquée comme on pouvait, hein, la roue du jeu au hasard. Les jeux, grands jeux de société, ça ils sont fans. Et je discutais avec eux, ils me disaient « Ah, on peut se détendre ». Bon, très bien. Voilà, mais c'est pareil, hein, c'est du plastique, enfin, c'est juste pour montrer un petit peu... Voilà, qu'est-ce qu'on a fait dans les toilettes des garçons? On a rajouté du carton pour que, quand on est comme ça en train de faire pipi, on ne puisse pas regarder ce qui se passe du côté de l'autre. Ça coûte rien, et c'est possible d'en faire quelque chose de durable. Vous voyez, c'est-à-dire de mettre voilà. Donc on a calculé la distance pour pouvoir passer, etc. Enfin voilà, que tout soit. Et les garçons ont extrêmement apprécié. Voilà. Là, ils ne sont plus regardés. Enfin, on ne peut pas tourner la tête. Il faut faire un truc, il faut se mettre dessus, il faut... voilà. Les filles, pourquoi elles ne vont pas aux toilettes? Parce qu'elles ont peur. Vous savez, c'est ces systèmes où à l'extérieur, quand vous passez le doigt, vous pouvez ouvrir. Vous voyez ce que c'est, ces systèmes de fermeture? Je ne sais pas si j'ai une autre photo. Non, je n'ai pas une autre photo, tant pis. Donc on a mis du scotch, provisoirement, hein, mais on pouvait l'enlever d'un coup si jamais il y avait un problème. Parce que ce qu'elles me disent, c'est qu'elles ont peur qu'on ouvre les toilettes pendant qu'elles y sont. Comment on peut être aux toilettes, faire pipi, si on a peur à n'importe quel moment que quelqu'un ouvre les toilettes? C'est juste pas possible. Donc, encore une fois, voilà, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'on met, qui est sécurisé, qui est nettoyable, etc., mais qui ne permettent pas ça. Voilà. Ensuite, ben voilà, là je monte, je regarde par en haut, qu'est-ce que je fais? Je tends le filet. Alors je suis désolée, c'était service technique, mais c'était vachement bien parce que ça laissait passer la lumière, parce que ça filet militaire, c'est un peu space. Voilà, mais elles ont adoré. Voilà, donc là, et donc on n'a rien dit, hein. C'est-à-dire que la cour, on l'a aménagée le lundi matin, le lundi à 10h, ils sont sortis en cours de récréation, tout était aménagé. Alors en plus, on est en période de Covid, donc c'était extrêmement intéressant, ça on peut en discuter aussi, parce qu'il y a une forme de contrainte d'usage des espaces. C'est-à-dire comme ils sont séparés, par âge, ils ne peuvent pas se mélanger toute l'école, etc., ils passent sur tous les espaces. Donc pour nous, c'est génial. Parce que vous voyez, voilà, ils sont obligés d'aller à l'espace calme, d'aller à l'espace... et en plus, il y a l'attente d'aller à l'espace. J'ai des enfants qui me disaient « Ouais, c'est pas notre tour, on a tellement envie d'aller sur les jeux collectifs et tout. » Donc c'était très intéressant aussi, cette mobilité contrainte. Et qu'il est contraint aussi dans la mixité. Parce que comme ils sont par groupe de classe, ils restent par groupe de classe à la cour de récréation. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc, les filles, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans vos toilettes? Oui, madame. Quoi? Eh bien, on ne peut plus ouvrir de l'extérieur, et puis on ne peut plus monter pour regarder par-dessus. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'était vraiment mieux. Après, on a fait une petite opération, voilà, qui s'appelait À nous les toilettes, où ils décoraient. Ils avaient la possibilité de décorer avec un fil. Voilà, c'est la question de l'esthétique aussi. Hein. À la question « Est-ce que tes toilettes sont jolies ?» J'ai 80% des enfants qui me répondent non. Bon, elles ne sont pas moches en plus, hein, ces toilettes. Mais la question du joli, voilà, c'est aussi la question de la couleur, de la... Donc on va... Voilà, on avait des mots, vous n'arrivez pas à les lire, mais il y avait super, la journée de la fête des toilettes, enfin voilà. Et à la fin, tout était rempli, on n'avait plus de place. On a fait pareil sur les toilettes des garçons. Après, je vais vous montrer juste rapidement. Là, c'est la conception, mais ça, on pourra en parler si vous êtes... si vous voulez, dans la discussion, qui est des assises, en fait, la manière de manger, hein, l'auto-organisation dans le repas, hein, donc pouvoir manger seul, à côté de seul, c'est jamais pareil que de manger seul à une table de 4, vous voyez, la question de je mange à 3, je mange à 8, je mange à 2, etc. Donc ça, c'était
des choses qu'on avait travaillées. Ça, c'est très simple. C'est comment on peut aménager un terrain d'activité collective. Vous voyez, sans... Alors, il y a quand même le panneau de basket, il n'avait pas besoin d'y être. Vous voyez, en suggérant, par exemple, de marquer des points dans les ronds de couleurs, et en mettant des plus bas, des plus hauts, ce qui fait que tout le monde peut, avec sa propre taille, voilà, marquer les paniers. Donc les traçages au sol, alors ça j'adore. Ça c'est juste intéressant, je passe là-dessus juste rapidement. C'est la question de s'autoriser à traverser, vous voyez. Ce qu'on voit aussi, j'ai beaucoup travaillé les cheminements. Au sol, des possibilités de dire mais tu peux passer au milieu. Parce qu'il m'est arrivé quand même de travailler dans les écoles, et notamment dans les collèges, où j'avais eu ouais, le foot, ok, très bien. Donc on dit on va faire une expérience, on va enlever le foot sur une journée ou deux. Et là je les revois, je vois ce qui se passe à la récréation, j'ai 0 personne au centre de la cour. 0. Donc comme quoi je me dis mais il y a un truc là. Ils m'ont demandé, en fait ils me sautent, parce que c'est se rendre très visible aussi. Hein. Donc ça, alors ça c'est mes city-stades allemands, j'adore. D'accord. La question de l'art, on n'en a pas parlé, mais la question de la culture aussi. Donc là, on peut quand même faire un foot. Hein. Il y a des bosses, voilà. C'est drôle. Donc ça, c'est Genève, le toboggan sur la butte. Ici, c'est en face de l'université, tout le monde mange là. Les gamins descendent au milieu avec le toboggan. L'enherbement, tout simple. Voilà. Donc ici, il y a une partie de foot. Ici, il y a une course, des enfants qui jouent, ils traversent, rien à faire. C'est à eux de s'adapter. Voilà. Donc... voilà ce qu'on peut faire. Donc les parcs ouverts à Genève aussi, ce qu'ils appellent les préaux, qui sont les cours de récréation ouvertes en dehors du temps scolaire. La couleur, la question de voir et être vu, c'est-à-dire déplacer. Voilà, là c'est une proposition où on déplace en fait l'espace enseignant qu'on remet sur cours et on met une salle d'études à l'arrière. Où sont passés les bureaux de direction, administration, etc. sur le cheminement des enfants, des assises, hein, l'auto-organisation, voilà, des formes d'assises. Les chaises, l'enherbement, les toilettes, et puis cette phrase, voilà, chaque être est unique, et tous ensemble nous formons un tout. Je vous remercie. Merci.